Il y a une cruauté particulière à être humilié par quelqu'un que l'on aime, une lame acérée et tortueuse qui coupe plus profondément que toute blessure infligée par un étranger. Et Lady Eleanor Ashford connaissait cette vérité plus intimement qu'elle n'avait jamais souhaité connaître quoi que ce soit. Elle avait 21 ans lorsque son cœur fut brisé, fille d'un gentleman à la fortune modeste, mais d'une grâce exceptionnelle, doté d'yeux bruns et chaleureux, qui reflétaient à la fois l'intelligence et la bonté, et d'une dignité tranquille, qui attirait l'admiration de ceux qui étaient assez perspicaces pour regarder au-delà de l'éclat de plus grosses dots. Eleanor avait été élevée à Thornfield, le domaine de campagne vieillissant mais bien aimé de sa famille, où elle avait cultivé des dons qui passaient largement inaperçus aux yeux des observateurs les plus superficiels de la société, un talent pour la musique qui pouvait émouvoir les auditeurs aux larmes, un don pour la conversation qui mettait à l'aise même les invités les plus gauches, et une douce force qui, selon sa mère, ferait d'elle une épouse extraordinaire pour un homme assez sage pour reconnaître sa valeur. Cet homme, Éléanore l'avait cru, avec toute la certitude fervente du premier amour, était Lord Marcus Whitmore, vicomte Ashbury, qui lui avait fait la cour avec une attention singulière tout au long de la saison de 1812. Il était beau d'une manière qui faisait chuchoter les jeunes dames derrière leurs éventails, avec des cheveux blonds et des yeux de la couleur des ciels d'été. Et il avait courtisé Éléanore avec des poèmes, des fleurs et des déclarations qui faisaient rougir ses joues et battre son cœur. Elle avait cru chaque mot, s'était permis de rêver d'un avenir rempli d'amour, de rire et d'enfants aux boucles blondes comme les siennes, avait même commencé à préparer discrètement son modeste trousseau en prévision de la demande en mariage que tout le monde lui assurait être imminente. La nuit où tout changea était chaude, pleine des promesses de l'été, la garden party de la comtesse de Blackwood, illuminée par des centaines de bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les haies manucurées. Eleanor s'était éclipsée de la terrasse bondée pour trouver un moment de calme, le cœur rempli d'anticipation, car Marcus avait laissé entendre ce soir-là même qu'il avait quelque chose d'important à lui demander. Elle n'avait pas eu l'intention d'écouter aux portes, n'avait pas eu l'intention de se cacher dans l'ombre de la tonnelle de rose, mais lorsqu'elle entendit le rire familier de Marcus, accompagné des voix plus graves de ses compagnons, elle s'était figée sur place comme un lapin sentant un prédateur. Les mots qui suivirent résonneraient dans sa mémoire pendant des années, chacun étant une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondes de dévastation à travers tout ce qu'elle croyait sur elle-même et sur l'amour. Marcus parla d'elle avec une cruauté désinvolte, la décrivant comme un entraînement pour sa future poursuite d'une véritable héritière, une agréable diversion dont la dot modeste la rendait entièrement inappropriée pour le mariage, mais parfaitement acceptable pour parfaire ses talents de séduction. Ses amis rirent, complimentèrent son intelligence, demandèrent en quelle jeune et riche dame il comptait courtiser ensuite. Éléanore se tint immobile dans l'obscurité, sentant son monde s'effondrer autour d'elle comme un château de sable, et quand elle rassembla enfin assez de force pour s'éclipser sans être vue, elle laissa derrière elle non seulement ses rêves naïfs, mais aussi une part essentielle d'elle-même qu'elle passerait des années à essayer de retrouver. Elle se retira de la société dans la semaine, prétextant une maladie qui n'était pas entièrement fausse, et son cœur, autrefois si chaleureux et plein d'espoir, entama sa lente transformation en quelque chose de gelé et de protégé, emmuré là où personne ne pourrait plus jamais la blesser aussi profondément. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale, et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. 3 années s'étaient écoulées depuis cette nuit dévastatrice dans la roseraie, 3 années au cours desquelles Éléanore s'était transformée, passant de la jeune femme pleine d'espoir de 21 ans
à une personne bien plus réservée, plus prudente, plus résignée à un avenir dépouillé de toute illusion romantique. À 24 ans, elle était considérée comme fermement mise au rebut par les normes impitoyables de la société. Une vieille fille en devenir, dont la dot modeste et les perspectives déclinantes la rendaient presque invisible aux yeux des gentlemen éligibles qui prenaient encore la peine d'assister aux assemblées et aux bals qu'elle avait depuis longtemps cessé de fréquenter. Les murmures avaient suivi son retrait de la société. Des spéculations sur la raison pour laquelle la charmante Lady Eleanor s'était soudainement retirée. Des rumeurs de fiançailles rompues, assez proches de la vérité, pour la piquer au vif. Des regards apitoyés de matrones qui se souvenaient de ses promesses et déploraient leur inaccomplissement. Mais Éléanore avait appris à s'envelopper dans une dignité silencieuse comme une armure, détournant la curiosité avec des sourires sereins qui n'atteignaient jamais tout à fait ses yeux bruns et chaleureux. Thornfield était devenu son sanctuaire, ses pièces familières et ses jardins envahis par la végétation, un refuge contre un monde qui s'était révélé capable d'une cruauté désinvolte, et elle avait rempli ses journées d'occupations utiles. Gérer la maisonnée, alors que la santé de sa mère devenait de plus en plus fragile, s'occuper de la correspondance de son père, dont les mains tremblaient trop pour tenir une plume, lire à haute voix le soir des romans qu'elle avait mémorisés depuis longtemps, car les nouveaux livres étaient un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Les dettes du domaine s'étaient accumulées régulièrement au fil des ans, conséquence de mauvaises récoltes, de la nature généreuse de son père et de la simple arithmétique du maintien d'un établissement de gentleman avec le revenu modeste d'un gentleman. Et Eleanor avait observé leur situation se resserrer avec la même acceptation stoïque qu'elle avait appliquée à son cœur brisé. Elle avait fait la paix avec ce qui l'attendait. Un poste de gouvernante pour les enfants d'une riche famille, peut-être, ou de dame de compagnie pour une veuve âgée, un travail honnête qui préserverait sa respectabilité tout en reconnaissant les réalités économiques qui régissaient une femme de bonne naissance et de fortune limitée. Elle ne se marierait jamais, elle en était tranquillement certaine, non pas parce qu'elle croyait qu'aucun homme ne voudrait d'elle, mais parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais confier son cœur à la garde d'un autre. L'arrivée de la lettre changea tout. Bien qu'Éléanor ne le reconnût pas comme tel lorsque son père la convoqua dans son bureau avec des mains qui tremblaient plus que d'habitude et des yeux qui contenaient un espoir désespéré qu'elle n'avait pas vu depuis des années. La convocation à Londres venait d'un avoué dont son père reconnut le nom, concernant une affaire urgente qui exigeait sa présence immédiate et ne pouvait être expliquée de manière adéquate par correspondance. Eleanor observa l'anxiété silencieuse de sa mère alors qu'ils discutaient du voyage, la dépense qu'il pouvait difficilement se permettre, la pression sur la santé déclinante de son père, la nécessité d'apparaître en société avec des garde-robes qui n'avaient pas été rafraîchis depuis 3 saisons, et elle sentit le poids familier de la résignation s'abattre plus lourdement sur ses épaules. Ce serait sa dernière saison. Elle le comprit sans que personne ne prononce les mots à voix haute, sa dernière occasion de trouver une situation respectable avant que leur situation ne se détériore au-delà de toute rémission. Elle emballa ses robes démodées avec des mains soigneuses et se rappela qu'elle avait survécu à pire que les regards apitoyés du ton, que l'endurance était une forme de force en soi, qu'un cœur gelé ne pouvait être brisé 2 fois. Le nom d'Alexander Blackwood, duc d'Ashworth, était prononcé dans les salons de Londres avec le mélange particulier de révérence et d'appréhension que la société réserve à ceux qu'elle ne peut tout à fait comprendre. Et Éléanor l'entendit pour la première fois murmurer lors d'une modeste soirée organisée par l'une des cousines éloignées de sa mère. Une femme assez aimable pour inclure la famille Ashford dans ses invitations malgré leur situation réduite. « Il est ici ce soir », insistaient les murmures, passant d'éventail en main gantée à tête soigneusement inclinée. Le duc lui-même,
Vous imaginez, il assiste si rarement à quoi que ce soit, et Éléanore se trouva curieuse, malgré sa détermination, à rester insensible aux machinations du ton qui l'avait autrefois si gravement blessée. Les informations qu'elle glana des conversations surprises peignaient le portrait d'un homme qui semblait plus une légende qu'un être de chair et de sang. Immensément riche, ses domaines s'étendant sur 3 comtés et générant des revenus qui feraient pleurer d'envie les nobles de moindre rang. Notoirement célibataire à 32 ans, ayant rejeté ou ignoré toutes les campagnes des mères ambitieuses pour le garantir à leurs filles, froid dans ses manières et exigeant dans ses critères, avec la réputation de congédier les sots d'un seul regard foudroyant et de conduire ses affaires, tant commerciales que politiques, avec une efficacité impitoyable. Éléanore l'aperçut pour la première fois de l'autre côté du salon bondé, et elle comprit immédiatement pourquoi la société parlait de lui à voix basse, car Alexander Blackwood commandait l'attention simplement par son existence, grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres rejetés en arrière d'un visage qui aurait pu être taillé dans le granit, tout en angle vif et en plan sévère, et des yeux d'un gris si pâle et perçant qu'il semblait ne voir à travers les faux semblants et les convenances sociales jusqu'à la vérité qui se cachait en dessous. Il se tenait à l'écart des autres invités, non pas physiquement seul, mais en quelque sorte isolé néanmoins, comme si une barrière invisible le séparait de la chaleur et de la frivolité qui l'entourait. Et lorsque son regard balaya la pièce, Éléanore vit les participants redresser leur posture et ajuster leurs expressions, désespérés de paraître dignes d'une approbation qu'ils ne recevraient presque certainement pas. Elle le jugea l'homme le plus froid qu'elle ait jamais rencontré, et elle ne le disait pas comme un jugement, mais comme une simple observation, la reconnaissance d'une âme sœur peut-être. Une autre âme qui avait appris que la chaleur invitait les blessures et que la distance offrait une protection. Leur première rencontre directe se produisit entièrement par accident, lorsque Éléanore, tentant de traverser la pièce bondée pour rejoindre sa mère, recula pour éviter un gentleman gesticulant et se retrouva directement sur le chemin du duc, son épaule heurtant le mur solide de sa poitrine. Elle se retourna, des excuses se formant déjà sur ses lèvres, et se retrouva à lever les yeux vers ses yeux gris, qui la regardaient sans colère ni intérêt, simplement avec une évaluation froide qui cataloguait ses traits, sa robe démodée, son expression surprise, et ne trouva apparemment rien digne d'une plus grande attention. Sa révérence fut sommaire, le minimum précis requis par la courtoisie, et sa voix, lorsqu'il murmura son pardon, fut sèche et dépourvue de chaleur, une formalité expédiée aussi efficacement que possible avant qu'il ne continue son chemin sans un regard en arrière. Éléanore le regarda s'éloigner, ne ressentant ni offense ni attirance, simplement une vague confirmation de tout ce que les murmures avaient promis, et elle chassa promptement Alexander Blackwood, duc d'Ashworth, de ses pensées, sans jamais se douter qu'il avait déjà commencé à l'observer avec bien plus d'attention que son attitude froide ne l'avait suggéré, cataloguant sa grâce sous la pression sociale, son absence d'excuses serviles, la dignité tranquille avec laquelle elle se déplaçait dans un monde qui avait largement oublié son existence. La convocation arriva 3 jours après la soirée, non pas par la poste, mais par la voix tremblante de son père, l'appelant de son bureau, avec une urgence qui fit battre le cœur d'Éléanore d'une terreur familière, car elle s'était habituée à associer les demandes inattendues à de mauvaises nouvelles, aux exigences des créanciers, aux évaluations sombres des médecins et à toutes les petites indignités qui accompagnaient la lente descente d'une famille dans la pauvreté distinguée. Elle trouva son père debout, près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules voûtées sous un poids qui semblait avoir doublé depuis leur arrivée à Londres, et lorsqu'il se tourna pour lui faire face, elle vit dans ses yeux larmoyants quelque chose qu'elle ne put identifier immédiatement. De l'espoir, peut-être, ou du désespoir, ou un mélange inconfortable des deux
qui lui noua l'estomac d'appréhension. « Eleanor » commença-t-il, et sa voix se brisa sur son nom. « Il y a eu une offre des plus inattendues, des plus extraordinaires, et j'avoue que je ne sais qu'en penser, mais j'ai senti que vous deviez en être informé immédiatement, car la décision ne peut être la mienne seule. »« Une offre » répéta-t-elle, son esprit sautant immédiatement à leur dette, à la possibilité qu'un parent éloigné se soit souvenu de leur existence, à tout, sauf à ce que son père dit ensuite. « Le duc d'Ashworth a demandé votre main en mariage, » continua son père, les mots se bousculant comme s'il craignait de perdre son courage s'il s'arrêtait. Il a fait une offre formelle par l'intermédiaire de son avoué, une offre extraordinairement généreuse avec des arrangements qui épongeraient entièrement nos dettes, pourvoiraient aux soins de votre mère et assureraient votre avenir au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer vous donner. Et Eleanor, il exige une réponse dans la semaine. » Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par le cliquetis lointain des roues de voiture dans la rue en bas et le martèlement du propre pouls d'Eleanor dans ses oreilles, car elle avait sûrement mal entendu. Les facultés déclinantes de son père avaient sûrement confondu un message. L'étranger froid, qui avait à peine reconnu son existence, ne pouvait certainement pas avoir demandé en mariage une femme qu'il n'avait jamais vraiment rencontrée. Son père insista, expliquant ce que l'avoué avait transmis. Le duc exigeait une épouse de bonne naissance et d'un tempérament pratique, une femme capable de gérer ses nombreuses maisonnées et de naviguer dans les exigences de la société sans causer de scandale ou d'embarras, une partenaire au sens le plus vrai du terme, plutôt qu'un attachement romantique qui pourrait compliquer le fonctionnement efficace de ses affaires. Il a enquêté sur vous de manière approfondie, admit son père, avec un malaise évident. Votre éducation, votre caractère, votre gestion de notre maisonnée ces dernières années, et il a conclu que vous conviendriez admirablement à ses exigences. Il n'est fait aucune mention d'affection. Eleanor, je ne prétendrai pas le contraire. C'est un arrangement commercial qu'il propose, rien de plus. Eleanor s'entendit refuser avant d'avoir consciemment pris la décision, le mot non sortant de ses lèvres avec une fermeté qui les surprit tous les deux. Car elle ne pouvait se lier à un autre arrangement sans amour, ne pouvait confier son avenir au calcul d'un autre homme, ne pouvait survivre à une autre trahison, même si celle-ci venait sans le prétexte d'un sentiment. Son père n'insista pas, se contentant d'hocher la tête avec une défaite qui creusa de nouvelles rides sur son visage buriné, et tandis qu'Eleanor fuyait vers le sanctuaire de sa chambre d'emprunt, son expression la hanta plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. L'image d'un père regardant sa fille choisir la fierté plutôt que la sécurité, le principe plutôt que la survie, les restes gelés de son cœur plutôt que le salut de tous ceux qu'elle aimait. Le billet qu'Eleanor envoya à la résidence londonienne du duc pour demander une audience privée était bref et formel, ne trahissant rien du tumulte qui l'avait poussé à le composer, et la réaction de sa mère en apprenant cette entorse aux convenances, qu'une femme non mariée demande une entrevue avec un gentleman non marié était scandaleux, quelles que soient les circonstances, avait été un chef-d'œuvre d'hystérie contenue qui laissa Eleanor de marbre, car elle avait depuis longtemps cessé de se soucier de ce que la société pensait d'elle, et ne se souciait que de comprendre pourquoi un homme d'une telle importance avait fixé son attention sur une femme d'une telle insignifiance. La réponse du duc arriva en quelques heures, accédant à sa demande avec la même efficacité qui caractérisait apparemment toutes ses affaires, et Eleanor se retrouva debout dans l'élégance austère de son bureau l'après-midi suivant, son cœur battant contre ses côtes, tandis que ses yeux gris la regardaient avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Elle n'attendit pas les amabilités, ne laissa pas le silence s'étirer en gêne, mais exigea plutôt des réponses avec une franchise qui aurait horrifié sa mère si elle avait été présente pour en être témoin. Pourquoi elle, de toutes les femmes d'Angleterre,
Pourquoi la fille d'un gentleman, à la fortune modeste et aux perspectives fanées, alors qu'il aurait pu avoir n'importe qui, n'importe quelle héritière ou fille de noble ou princesse étrangère que sa vaste richesse et son titre ancien pouvaient attirer? Alexander Blackwood ne parut pas offensé par sa franchise. Si quoi que ce soit, quelque chose qui aurait pu être de l'approbation vacilla brièvement sur ses traits sévères avant que son expression ne retrouve sa réserve habituelle. Il lui répondit avec une égale franchise, expliquant qu'il exigeait une duchesse possédant une intelligence suffisante pour gérer ses nombreux domaines et obligations sociales, une naissance adéquate pour satisfaire les attentes de sa position, et un tempérament assez pratique pour accepter les limites d'un mariage arrangé sans illusion romantique qui conduirait inévitablement à la déception et à la discorde. Il l'avait observé, continua-t-il, pendant des semaines avant de faire son offre, observé sa compétence discrète lors des réunions sociales, son refus de minauder, d'intriguer ou de rivaliser pour l'attention, son acceptation digne de la situation réduite de sa famille, et, plus révélateur encore, son manque total d'intérêt pour le marché du mariage qui consumait les autres femmes de son âge. Elle ne chassait pas une fortune, déclara-t-il, avec la certitude d'un homme habitué à lire les motivations des gens, ne briguait pas un titre, ne cherchait pas désespérément l'épanouissement romantique, et ses qualités la rendaient singulièrement apte au partenariat qu'il proposait. Il ne l'aimerait jamais, admit-il, avec une honnêteté brutale qui aurait dû la blesser, mais qui lui parut étrangement libératrice après les mensonges mielleux de Marcus, mais il la respecterait absolument, la protégerait farouchement, et s'assurerait qu'elle et sa famille ne manqueraient jamais de rien tant qu'elle vivrait. Eleanor écouta ce discours extraordinaire avec un émerveillement croissant. Car voici un homme qui ne promettait rien qu'il n'avait l'intention de tenir, qui enveloppait sa proposition de vérité plutôt que de jolis mensonges, qui offrait la sécurité sans exiger qu'elle feigne des sentiments qu'aucun d'eux ne possédait. Contre tout instinct qui la poussait à fuir un autre enchevêtrement avec un homme qui ne pouvait l'aimer, elle trouva sa froideur presque rafraîchissante, presque sûre, presque exactement ce dont son cœur meurtri avait besoin. Elle demanda du temps pour réfléchir, et il le lui accorda sans pression, et en quittant son bureau, Eleanor réalisa, avec une surprise naissante, que pour la première fois en 3 ans, elle était véritablement incertaine de ce que serait sa réponse. La semaine qu'Eleanor avait demandée passa dans un tourbillon de nuits blanches et d'arguments circulaires avec elle-même. Son esprit cataloguant toutes les raisons de refuser, tandis que son cœur murmurait des questions perfides sur la sécurité, le sacrifice et la question de savoir si la fierté valait le coup de voir la santé de son père se détériorer sous le poids de dettes qu'il ne pourrait jamais rembourser. Elle retourna à la résidence du duc le 7e jour, sa décision prise mais son courage faiblissant à chaque pas qui la rapprochait de son bureau, et lorsqu'elle se tint de nouveau devant lui, le discours qu'elle avait préparé se dissolut sur sa langue, remplacé par quelque chose de plus brut et de plus honnête qu'elle n'avait eu l'intention de révéler. « Votre grâce, commença-t-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains jointes devant elle, je suis venu vous donner ma réponse, mais avant de le faire, je dois vous supplier de reconsidérer cet arrangement, non pas pour moi, mais pour vous, car vous méritez mieux que ce que je peux offrir, mieux que la coquille vide d'une femme que je suis devenue. » Les mots se déversèrent d'elle comme de l'eau franchissant un barrage, 3 années de murs soigneusement construits, s'effondrant alors qu'elle confessait la profondeur de ses blessures à cet étranger sévère qui l'avait inexplicablement choisi parmi toutes les femmes d'Angleterre. Elle lui dit qu'elle était brisée d'une manière qui pourrait ne jamais se réparer, que Marcus Whitmore n'avait pas simplement blessé sa vanité, mais avait gelé quelque chose d'essentiel en elle, une certaine capacité à la chaleur, à la confiance et aux tendres sentiments qu'une épouse devrait avoir pour son mari. Elle l'avertit
qu'il se réveillerait un matin pour se trouver lié à une femme incapable de lui donner l'affection qu'il méritait, incapable d'être la présence chaleureuse à son foyer et la mère aimante de ses enfants, incapable d'offrir autre chose que la gestion efficace de ses maisonnées et l'accomplissement consciencieux de ses obligations. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, le mot écorchant sa fierté comme du verre brisé, ne m'épousez pas. Trouvez quelqu'un d'entier, quelqu'un capable d'apprécier ce que vous offrez, quelqu'un dont le cœur n'est pas enfermé dans une glace de sa propre fabrication. » Le silence qui suivit sa supplique s'étira entre eux comme une respiration retenue, et Éléanore prit conscience du laquais se tenant immobile près de la porte, de la gouvernante qui s'était arrêtée dans le couloir au-delà, des domestiques qui colporteraient cette histoire dans toute la maisonnée avant la tombée de la nuit. Quand Alexander Blackwood bougea enfin, ce ne fut pas pour la congédier ou pour retirer son offre face à sa fragilité, mais pour franchir la distance qui les séparait d'un pas délibéré et prendre sa main tremblante dans la sienne, sa prise ferme et chaude contre ses doigts froids. Sa voix, quand il parla, était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, dépouillée de sa formalité habituelle et touchée de quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. « Je ne demande pas votre cœur, » dit-il doucement, rencontrant son regard surpris avec des yeux gris qui recelaient des profondeurs qu'elle n'avait pas soupçonnées. « Je ne demande que votre partenariat, votre compagnie, votre volonté de construire ensemble quelque chose de pratique et d'honnête. » Il marqua une pause, et quelque chose vacilla sur ses traits sévères, quelque chose de vulnérable et rapidement caché. Et peut-être, continua-t-il, si doucement que les domestiques tendant l'oreille n'entendraient rien, que deux cœurs gelés pourraient se comprendre mieux que la plupart, pourraient trouver dans la compagnie de l'autre un réconfort que des âmes plus chaleureuses ne pourraient jamais offrir. Éléanore le fixa. Cet homme qui venait de révéler que son propre cœur portait des cicatrices qu'elle n'avait pas imaginées, et à ce moment de fragilité partagée, quelque chose bougea dans sa poitrine, un fragment de glace commençant à se fissurer. Elle s'entendit accepter. Le mariage eut lieu à peine 3 semaines après l'acceptation d'Éléanore. Un calendrier si rapide que les langues de la société s'agitèrent de spéculations sur la hâte inconvenante du duc et les raisons possibles pour lesquelles un homme de sa stature se précipiterait pour se lier à une femme aux perspectives si modestes. Mais Éléanore ne prêta aucune attention aux murmures qui la suivirent dans l'allée de l'ancienne cathédrale où les ducs de Blackwood s'étaient mariés depuis des générations. Son attention entièrement consumée par l'effort de placer un pied chaussé de soie devant l'autre, sans trembler visiblement sous le poids de sa robe ivoire, une confection de dentelle importée et de perles de rocaille qui était arrivée à la modeste maison de ville de sa famille, aux côtés d'une rançon de roi en bijoux. Tout cela envoyé par le duc sans commentaire ni fanfare, comme si équiper une mariée pour l'un des plus grands mariages de la saison n'était qu'un autre point sur sa liste interminable d'obligations. Alexander attendait à l'autel, en noir sévère, son expression illisible alors qu'elle s'approchait au bras de son père, et lorsqu'il prit sa main pour prononcer ses vœux, sa prise fut ferme et stable, sa voix claire et sans faille, ne trahissant rien des pensées qui pouvaient se cacher derrière ses yeux gris qui rencontrèrent les siens avec une intensité qu'elle ne put interpréter. Le petit déjeuner de noces passa dans un flou de visages et de félicitations, de champagne qu'elle goûta à peine et de nourriture qu'elle ne put forcer à passer la boule dans sa gorge. Puis elle se retrouva dans une voiture en direction d'Ashworth Manor. Assise en face d'un mari qui resta courtoisement silencieux tout au long du voyage, lui offrant l'intimité de ses propres pensées, alors que les kilomètres l'emportaient de plus en plus loin de tout ce qui lui était familier. Leur nuit de noces ne ressembla en rien aux avertissements chuchotés que sa mère lui avait adressés, avec des joues pourpres et des mots bredouillés. Alexander l'escorta jusqu'à une suite de pièces si grandiose
qu'elles lui coupèrent le souffle, l'informa que sa femme de chambre s'occuperait d'elle, et partit avec une révérence presque douce, la laissant seule à contempler l'immense lit à baldaquin qu'elle s'était attendue à partager et à s'interroger sur un mari qui n'exigeait rien d'elle au-delà de ce qu'elle était prête à donner. Les premiers jours à Ashworth Manor la submergèrent totalement. La maison elle-même était un palais de couloirs sans fin et de chambres magnifiques, dotés d'une armée de domestiques qui observaient leur nouvelle maîtresse avec des yeux curieux, mais non malveillants. Et Éléanore errait dans ces couloirs, en se sentant comme un fantôme qui se serait retrouvé par hasard dans une vie destinée à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grandiose et de plus méritant d'une telle splendeur. Mais peu à peu, elle commença à remarquer de petites choses qui perçaient à travers son engourdissement et attiraient son attention comme des rayons de soleil à travers les nuages. Des roses fraîches de serre apparaissaient dans ses appartements chaque matin, toujours dans la teinte rose tendre qu'elle avait un jour mentionné préférer à sa mère lors d'une conversation qu'elle n'avait pas réalisée que quelqu'un avait entendue. Des livres qu'elle avait admirés en passant dans les librairies de Londres se matérialisaient sur les étagères de son salon privé, et la cuisine se mit à produire les plats simples de campagne avec lesquels elle avait grandi, plutôt que la cuisine française élaborée prisée des maisonnées à la mode. Le duc lui-même restait largement absent, absorbé par les affaires du domaine et les devoirs parlementaires qui le tenaient éloigné d'elle. Mais son attention à son confort parlait dans chaque détail soigneusement arrangé, chaque préférence anticipée, chaque preuve silencieuse que quelqu'un observait, remarquait, prenait soin d'elle d'une manière qui ne nécessitait aucun mot et n'attendait aucune gratitude en retour. Ce fut un mardi matin gris, 3 semaines après le début de sa nouvelle vie de duchesse d'Ashworth, qu'Eleanor commença à soupçonner que son mari n'était pas l'homme que la société croyait, la découverte ne venant pas d'une grande révélation, mais du simple hasard de s'être trompé de couloir en cherchant l'office et de se retrouver à l'extérieur du salon de la gouvernante, d'où la voix d'Alexander parvenait à travers la porte entr'ouverte sur des tons qu'elle ne lui avait jamais entendus utiliser, doux et posés, alors qu'il discutait avec Madame Pemberton des divers remèdes qu'elle avait essayés pour les rhumatismes qui tourmentaient ses mains, demandant si le nouveau liniment de Londres avait apporté un soulagement et si elle avait envisagé les traitements à la paraffine chaude que sa propre grand-mère préconisait, sa préoccupation si sincère et son attention si complète qu'Éléanore se retrouva figée dans le couloir, retenant à peine sa respiration de peur d'interrompre cet aperçu d'un homme dont elle ignorait l'existence sous son extérieur froid. Elle se mit à observer plus attentivement après cela, cataloguant les exemples qui contredisaient tout ce qu'elle avait cru au sujet de son mari. La façon dont il passait un après-midi entier avec les fermiers locataires à discuter des améliorations du drainage, s'adressant à chaque homme par son nom et s'enquérant de leurs femmes et enfants avec une mémoire qui témoignait d'un intérêt sincère plutôt que d'une simple obligation ducale. La façon dont les laquais se redressaient avec fierté plutôt qu'avec peur à son passage. La façon dont les filles de cuisine souriaient en parlant de lui, racontant de petites gentillesses qu'il avait montrées au fil des ans et qui s'étaient accumulées en une loyauté qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Quand Éléanore commença timidement à assumer ses fonctions de maîtresse de maison, présentant à Alexander ses suggestions pour améliorer l'efficacité de la rotation du linge et la gestion des comptes de la maisonnée, elle se prépara à être congédiée ou traitée avec condescendance. Au rappel froid qu'elle n'était qu'une acquisition pratique plutôt qu'une véritable partenaire, mais au lieu de cela, elle le trouva se penchant en avant sur sa chaise avec un intérêt sincère, posant des questions réfléchies et acceptant ses propositions avec un respect qui la laissa momentanément sans voix. Leur dîner ensemble, autrefois des affaires guindées de silence poli et de sujets soigneusement neutres, commencèrent à s'allonger alors que l'automne s'installait sur le domaine,
les bougies se consumant lentement pendant qu'ils discutaient de livres, de politique et des responsabilités de la propriété foncière, et c'est au cours d'une de ces soirées, alors que le feu s'était réduit à des braises et que les domestiques s'étaient depuis longtemps retirés, qu'Alexander parla avec hésitation de son enfance dans cette même maison. De parents qui s'étaient méprisés avec une passion qu'ils ne prenaient jamais la peine de cacher, d'une mère qui pleurait et se mettait en colère, et d'un père qui répondait par un silence glacial et des absences prolongées, d'un garçon qui avait appris très tôt que le mariage était un champ de bataille et l'amour une faiblesse à exploiter. Ils s'étaient jurés de ne jamais répéter leurs erreurs, lui dit-il, ses yeux gris fixés sur le feu mourant plutôt que sur son visage, de ne jamais se lier à quelqu'un qui pourrait inspirer le genre d'émotion dévorante qui avait détruit ses parents. Et Éléanore comprit alors que sa proposition n'avait pas été seulement pratique mais protectrice, une tentative désespérée de construire quelque chose de durable sur les ruines de tout ce dont il avait été témoin. Et elle se surprit à tendre la main sur la table pour toucher la sienne avant de pouvoir y réfléchir, offrant du réconfort à un homme qu'elle commençait à peine à connaître et découvrant, à sa surprise, qu'il ne se dérobait pas. Le cadeau arriva un matin où l'automne avait pleinement conquis la campagne, les jardins au-delà des fenêtres d'Éléanore transformés en une tapisserie d'or et de pourpre qui semblait enflammer l'air même, et elle était assise à son bureau en train de composer une lettre à sa mère lorsqu'un laquais apparut avec une demande de se rendre auprès de sa grâce dans l'aile est, une convocation si inhabituelle qu'Éléanore sentit son cœur s'accélérer d'une appréhension sans nom, alors qu'elle suivait le serviteur à travers des couloirs qu'elle n'avait pas encore explorés. Passant devant des portraits d'ancêtres Blackwood au visage sévère, et à travers des portes qui s'ouvraient sur des pièces de plus en plus ensoleillées, jusqu'à ce qu'elle entre enfin dans une pièce qui lui coupa entièrement le souffle, une salle de musique, clairement nouvellement aménagée, avec de hautes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière dorée et des murs tapissés d'un vert sauge doux qui complétaient les moulures élaborées. Mais ces détails ne s'enregistrèrent que vaguement, car l'attention d'Éléanore s'était fixée sur l'instrument qui dominait le centre de la pièce, un pianoforte d'une facture si extraordinaire qu'elle le reconnut immédiatement comme l'œuvre de Broadwood, le plus grand fabricant d'Angleterre. Sa caisse brillant d'une riche finition en acajou et ses touches d'un ivoire immaculé qui semblait luire sous le soleil d'automne. Alexander se tenait à côté, son expression soigneusement neutre de cette manière qu'elle commençait à reconnaître comme de l'incertitude, et quand il parla, sa voix n'avait rien de sa certitude habituelle. Il avait entendu dire, dit-il, qu'elle jouait autrefois, qu'elle avait été considérée comme très accomplie avant d'arrêter il y a quelques années, et il pensait qu'elle pourrait peut-être apprécier d'avoir son propre instrument, bien qu'elle ne soit bien sûr nullement obligée de l'utiliser si le cadeau était malvenu. Éléanore ne put parler, ne put trouver de mots adéquats à la tempête d'émotions qui menaçait de la submerger, car comment aurait-il pu savoir ce que la musique avait autrefois signifié pour elle, comment elle avait été son refuge et sa joie jusqu'à ce que Marcus la souille de souvenirs qu'elle ne pouvait supporter, comment elle n'avait pas touché un pianoforte depuis cette terrible nuit, parce que chaque mélodie lui rappelait les morceaux qu'elle avait joués pour lui, se croyant aimée, se croyant chérie, alors que tout du long, elle n'avait été qu'un entraînement pour un homme qui ne la voyait que comme un tremplin vers de plus grands prix. Elle ne parvint qu'à murmurer un merci qui semblait totalement inadéquat, et Alexander, sentant peut-être la profondeur du sentiment qu'elle ne pouvait exprimer, hocha simplement la tête et se retira, la laissant seule avec ce cadeau extraordinaire et tout ce qu'il représentait. Ce soir-là, longtemps après que la maisonnée se fut retirée et que le manoir fut tombé dans le silence de la nuit, Éléanore retourna dans la salle de musique, attirée par quelque chose de plus fort que le souvenir ou la peur, et s'assit au pianoforte avec des mains tremblantes, touchant les touches timidement d'abord, puis avec une confiance croissante, alors que ses doigts se souvenaient de motifs que son esprit avait tenté d'oublier.
Le morceau qui émergea était celui qu'elle avait autrefois joué pour Marcus, un nocturne d'une beauté envoûtante qu'elle avait cru ruiner à jamais par association. Mais alors que les notes remplissaient la pièce éclairée par la lune, Éléanore réalisa qu'elle ne le jouait plus pour lui, qu'elle n'était pas piégée dans ce moment d'humiliation et de chagrin, mais qu'elle se réappropriait quelque chose de précieux qui lui avait été volé, faisant à nouveau sienne la musique dans cette nouvelle vie qu'elle construisait lentement. Elle ne savait pas qu'Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte derrière elle, attiré de son bureau par le son inattendu, regardant sa femme déverser 3 ans de chagrin et de guérison dans les touches d'ivoire, et elle ne vit pas la façon dont ses yeux gris s'adoucirent d'une émotion qu'il ne pouvait nommer, alors que la musique déferlait sur lui comme une bénédiction. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme qu'Eleanor n'avait jamais anticipé. Ces journées façonnées par les plaisirs tranquilles de la gestion du domaine et l'anticipation inattendue qui fleurissait dans sa poitrine chaque après-midi lorsqu'elle entendait le cheval d'Alexander sur l'allée de gravier, revenant de quelque affaire qui l'avait retenu ce matin-là, et elle se surprenait à inventer des raisons de se trouver dans le hall d'entrée pendant ces heures, soi-disant pour revoir des arrangements avec le majordome ou examiner une correspondance qui aurait facilement pu attendre, bien qu'elle soupçonnât, au sourire entendu de Madame Pemberton, que ces excuses ne trompaient personne. Leur conversation avait évolué au-delà de la politesse prudente d'étrangers pour devenir quelque chose de plus riche et de plus texturé, des discussions sur la poésie cédant la place à des débats sur la réforme agricole qui laissaient Éléanore rougir du plaisir d'être prise au sérieux, d'avoir ses opinions pesées et considérées plutôt que rejetées comme les pensées oisives d'une femme qui ne pouvait possiblement comprendre de telles questions. Et elle découvrit que les rares sourires d'Alexander, ces brèves transformations qui adoucissaient ses traits sévères en quelque chose approchant une chaleur juvénile, étaient devenus une monnaie qu'elle thésaurisait avidement, rejouant chaque instance dans sa mémoire pendant les heures calmes avant que le sommeil ne la gagne. Ce fut Alexander qui suggéra les leçons d'équitation, ayant remarqué qu'Éléanore évitait les écuries, malgré les beaux chevaux à sa disposition, et lorsqu'elle avoua que son instruction s'était limitée à quelques circuits terrifiants dans le modeste enclos de sa famille, sur une jument âgée qu'on pouvait à peine persuader de trotter, il insista pour remédier personnellement à cette lacune, plutôt que de déléguer la tâche à un palefrenier. Ces matinées devinrent les trésors secrets d'Éléanore, les mains d'Alexander à sa taille, alors qu'il l'aidait à monter, sa voix basse et patiente, alors qu'il corrigeait sa posture, la façon dont il marchait à côté de son cheval, avec une main reposant légèrement sur son genou pour la stabiliser, un contact qui propageait de la chaleur dans tout son corps, malgré le froid automnal qui avait commencé à aiguiser l'air matinal. Elle apprit que son mari possédait un esprit subtil qui n'émergeait que dans les moments de relâchement, des observations si inattendues qu'elle lui arrachait un rire avant qu'elle ne puisse se reprendre, et elle se surprit à répondre sur le même ton, permettant à sa propre langue acérée des libertés qu'elle avait longtemps réprimées, découvrant qu'Alexander ne reculait pas devant une femme qui égalait son intelligence, mais semblait au contraire se délecter de leur joute verbale, ses yeux gris s'échauffant de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration lorsqu'elle marquait un point particulièrement intelligent. Les domestiques avaient commencé à remarquer, réalisa Éléanore, avec un mélange d'embarras et de quelque chose qu'elle refusait de nommer. La façon dont les femmes de chambre échangeaient des regards lorsque le duc apparaissait dans la pièce où se trouvait sa femme, la façon dont la cuisinière avait pris l'habitude de préparer les plats préférés d'Éléanore les soirs où sa grâce dînait à la maison, la façon dont toute la maisonnée semblait retenir son souffle en prévision de quelque chose qu'Éléanore elle-même n'osait pas contempler. Elle se surprit à observer Alexander un soir, alors qu'il lisait près du feu, étudiant la façon dont la lumière de la lampe jouait sur ses traits, la grâce inconsciente de ses mains alors qu'il tournait les pages, et lorsqu'il leva soudainement les yeux,
et que leurs regards se croisèrent, Éléanore détourna les yeux si rapidement qu'elle faillit renverser son thé, son cœur battant d'une émotion qu'elle avait encore trop peur de nommer, trop blessée par le passé pour faire confiance, même si elle grandissait de jour en jour, menaçant de franchir les murs qu'elle avait si soigneusement construits autour des chambres gelées de son cœur. La convocation à Londres arriva un matin gris de février, et Éléanore sentit sa paix nouvellement trouvée se briser comme du givre sous une botte négligente. Car retourner dans la société signifiait retourner dans le monde qui avait été témoin de son humiliation, les salles de bal où les murmures avaient suivi sa retraite, les salons où les regards apitoyés avaient brûlé plus que n'importe quel mépris ouvert, et bien que 3 années se soient écoulées et qu'elle porte désormais l'un des titres les plus prestigieux d'Angleterre, la perspective d'affronter à nouveau ce monde lui glaça l'estomac et fit trembler ses mains alors qu'elle lisait la lettre, les informant que leur présence était requise pour la saison. Alexander remarqua sa pâleur au petit déjeuner et s'enquit avec cette neutralité prudente qu'elle avait autrefois prise pour de la froideur, mais qu'elle reconnaissait maintenant comme une inquiétude tenue à distance, et lorsqu'elle avoua sa terreur, il ne rejeta pas ses craintes ni n'offrit de réconfort creux, mais déclara simplement qu'elle n'y ferait pas face seule, qu'elle n'était plus mademoiselle Éléanore Ashford à la fortune modeste et aux perspectives brisées, mais la duchesse d'Ashworth, et que quiconque manquerait de la traiter avec le respect approprié aurait à lui répondre. Les semaines de préparation passèrent dans un tourbillon d'essayages et de consultations, des modistes descendant sur Ashworth Manor avec des tissus et des gravures de mode, et Éléanore se retrouva transformée en une créature qu'elle reconnaissait à peine, des robes de soie et de velours dans des couleurs qui complétaient son teint chaud, des bijoux ayant appartenu à des générations de duchesses de Blackwood, maintenant drapés autour de son cou et de ses poignets. Ses cheveux coiffés en arrangements élaborés qui nécessitaient une femme de chambre qu'elle apprenait encore à accepter. Pourtant, malgré toute l'armure de richesse et de statut qui l'habillait maintenant, ce fut la présence d'Alexander qui calma ses nerfs lorsque leur voiture roula enfin dans les rues bondées de Londres vers la maison de ville de Mayfair, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité de l'intérieur de la voiture et la serrant une fois, fermement, une promesse silencieuse qui ne nécessitait aucun mot. Leur première apparition à une modeste soirée musicale attira exactement l'attention qu'Éléanore avait redoutée, chaque regard dans la pièce suivant leur progression, chaque éventail levé pour dissimuler des spéculations murmurées sur l'union improbable entre le froid duc et l'obscure fille de gentleman. Mais Éléanore leva le menton, sourit gracieusement et feignit de ne pas entendre les murmures, puisant sa force dans la chaleur solide de la main d'Alexander au creux de son dos, une ancre dans une mer de regards scrutateurs. Au fur et à mesure que la saison avançait, Éléanore découvrit des réserves de sang-froid qu'elle ne se connaissait pas, naviguant dans les eaux perfides de la société avec une grâce qui la surprit elle-même, gérant leur calendrier social avec la même efficacité qu'elle apportait aux affaires domestiques, charmant des hôtesses qui l'avaient autrefois complètement ignorée, et pendant tout ce temps, elle était consciente qu'Alexander l'observait de l'autre côté des pièces bondées, ses yeux gris suivant ses mouvements avec une expression qu'elle ne pouvait tout à fait déchiffrer mais qui faisait éclore de la chaleur dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté, presque à de l'admiration, presque à quelque chose qu'elle n'osait pas nommer de peur que le nommer ne le fasse disparaître comme la brume matinale sous un soleil impitoyable. Le bal de printemps de la comtesse de Harrington était le sommet incontesté de la saison, une invitation si convoitée que des hôtesses avaient été connues pour pleurer en étant exclues, et Éléanore avait passé tout le trajet en voiture à répéter son sang-froid, se disant que les chances de rencontrer Marcus dans une foule de 500 invités étaient minimes, que Londres était vaste et que la saison offrait d'innombrables divertissements,
que le destin ne serait sûrement pas assez cruel pour forcer une confrontation un soir où elle se sentait particulièrement vulnérable, le cœur encore tendre de la prise de conscience croissante de sentiments qu'elle n'osait pas examiner de trop près. Mais le destin, semblait-il, possédait un sens de l'humour amer, car elle n'était pas dans la salle de bal scintillante depuis plus d'une demi-heure, avant de regarder par-delà la mer de couples dansant et de le voir, Lord Marcus Whitmore, aussi beau que jamais, avec ses cheveux blonds et son sourire étudié. Et à côté de lui se tenait une femme, portant une fortune en diamants, et une expression d'un malheur si profond qu'Elinor ressentit un éclair de sympathie inattendue avant que ses propres souvenirs ne déferlent sur elle comme une vague d'eau glacée, la ramenant à cette terrible nuit 3 ans plus tôt où elle s'était tenue figée derrière un palmier en pot et avait écouté l'homme qu'elle aimait la qualifier d'entraînement, de rien, de simple tremplin vers le vrai prix. Elle s'était crue préparée, avait cru que l'armure de son nouveau titre et la protection de son mari la protégeraient des vieilles blessures, mais alors que le regard de Marcus croisait le sien à travers la salle de bal et que la reconnaissance étincelait dans ses yeux bleus, suivie immédiatement par quelque chose qui ressemblait presque à du calcul, Éléanore sentit son sang-froid si soigneusement construit commencer à se fissurer, et quand il commença à se diriger vers elle à travers la foule, elle ne parvint pas à faire bouger ses pieds, ne put se forcer à battre en retraite ou à chercher refuge parmi des visages plus amicaux, ne put que rester figée alors que son passé s'approchait avec ce sourire charmant et familier qui semblait maintenant aussi creux qu'un masque. « Lady Ashworth », dit Marcus, et le titre sonnait presque moqueur sur ses lèvres. « Ou devrais-je dire, votre grâce, quelle remarquable transformation, ma chère Éléanore, de la fille d'un gentleman de province à l'une des femmes les plus enviées d'Angleterre, bien que j'avoue ne pas pouvoir imaginer comment vous avez réussi à capter l'attention d'un poisson aussi froid qu'Ashworth. Mais peut-être que le froid vous convient, étant donné combien vous avez toujours été frigide avec moi. » Les mots furent prononcés à voix basse, destinés uniquement à ses oreilles, mais ils frappèrent néanmoins comme des coups, et Éléanore sentit la couleur quitter son visage alors même qu'elle luttait pour formuler une réponse qui préserverait sa dignité. Mais avant qu'elle ne puisse parler, avant qu'elle ne puisse rassembler ne serait-ce qu'une fraction de l'esprit qu'elle s'était découvert pendant ces mois à Ashworth Manor, elle sentit l'air changer à côté d'elle, sentit une présence comme un mur de fureur à peine contenu, et leva les yeux pour trouver Alexander debout à son épaule, ses yeux gris fixés sur Marcus avec une expression si foudroyante que plusieurs invités à proximité reculèrent, et quand il parla, sa voix porta clairement dans les environs immédiats, tranchant à travers la musique et le bavardage avec la précision d'une lame. « Lord Whitmore, j'ai beaucoup entendu parler de votre réputation à jeter les choses de vraie valeur dans votre poursuite de simples clinquants. » La salle de bal était tombée dans un silence si complet qu'Éléanore pouvait entendre les accents lointains de l'orchestre s'éteindre, pouvait entendre le froufrou de la soie, alors que les invités se tournaient pour assister au spectacle sans précédent du duc d'Ashworth, un homme réputé pour sa froide réserve et son sang-froid impénétrable, confrontant publiquement un vicomte avec une fureur à peine dissimulée brillant dans ses yeux gris, qu'Éléanore avait autrefois cru incapable de la moindre chaleur, et tandis qu'Alexander continuait de parler, sa voix portant à travers le tableau figé de l'élite londonienne, avec la précision tranchante d'un maître épéiste, Éléanore sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une barrière finale s'effondrant sous le poids de ce dont elle était témoin. « Ma femme !» dit Alexander, et le mot « femme » sortit de ses lèvres comme une déclaration de guerre, comme un vœu sacré renouvelé devant toute l'assemblée, possède une grâce d'esprit qui transcende toute fortune, une intelligence qui ferait honte à la moitié des érudits d'Oxford, et une force de caractère que j'ai vu la porter à travers des circonstances qui auraient brisé des âmes moindres, et je me trouve chaque jour étonné qu'elle ait consenti à se lier à un homme aussi indigne que moi,
car je suis parfaitement conscient qu'en Éléanore, il m'a été accordé un don bien au-delà de tout ce que ma richesse ou mon titre pourraient acheter. Marcus était devenu pâle comme du parchemin, son charme étudié s'effritant comme un masque de cendre, et Éléanore le regarda tenter de balbutier une réponse, une déviation, mais Alexander n'avait pas fini, s'avançant avec une menace contrôlée qui fit reculer le vicomte d'un pas, et les mots suivants du duc tombèrent comme des pierres dans le silence. « Je vous conseillerais, Lord Whitmore, de réfléchir très attentivement avant de parler à nouveau à ma duchesse ou à son sujet, car je ne suis pas un homme qui oublie les insultes envers ceux qui sont sous ma protection, et ma mémoire, je vous l'assure, est extrêmement longue. » La menace flotta dans l'air, sans équivoque dans ses implications, et Marcus ne parvint qu'à une révérence étranglée avant de se retirer dans la foule, cherchant refuge parmi des invités qui s'écartaient devant lui comme l'eau devant un navire en perdition, et Éléanore prit conscience qu'elle tremblait, que la main d'Alexander avait trouvé la sienne et la serrait fermement, l'ancrant au moment présent, alors même que son esprit luttait pour comprendre ce qui venait de se passer, la démolition très publique de l'homme qui l'avait autrefois détruite, et l'élévation tout aussi publique de sa propre valeur des lèvres d'un mari qu'elle avait cru incapable d'une défense aussi passionnée. Le trajet en voiture pour rentrer se passa dans un silence chargé, les pensées d'Éléanore tourbillonnant comme des feuilles dans une tempête, et ce n'est que lorsqu'ils furent enfin seuls, la porte de la maison de ville fermée sur le monde, qu'elle retrouva sa voix, bien qu'elle ne sorte que comme un murmure. « Pourquoi m'avez-vous défendu si farouchement, alors que notre arrangement n'exigeait rien de tel ? Alors que vous ne m'aviez promis que respect et protection, pas ceci, jamais rien de tel. » Alexander se tourna pour lui faire face, et dans la faible lumière de la lampe du hall d'entrée, son expression n'avait rien perdu de son intensité, ses yeux gris brûlants de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, et quand il parla, sa voix était rauque, dépouillée de son contrôle habituel. « Parce que personne ne dit du mal de ce qui est à moi, Éléanore, et vous êtes à moi, de toutes les manières qui comptent. » Le mot mien résonna entre eux, lourd d'un sens qu'aucun d'eux n'avait anticipé, et Éléanore sentit son cœur bégayer dans sa poitrine, reconnaissant dans cette unique syllabe possessive quelque chose qui la terrifiait bien plus que la cruauté de Marcus ne l'avait jamais fait, la prise de conscience naissante que cet arrangement qu'elle avait cru si sûr était devenu tout autre chose. Le sommeil échappa entièrement à Éléanore cette nuit-là, ses pensées tournant sans fin comme des oiseaux piégés dans une cage de sa propre fabrication, et elle resta allongée dans son grand lit de la maison de ville londonienne, fixant le baldaquin élaboré au-dessus d'elle, tandis que les mots d'Alexander résonnaient dans son esprit avec une persistance implacable. « Mienne », il l'avait appelée, « mienne de toutes les manières qui comptent », et la certitude possessive dans sa voix avait brisé quelque chose en elle dont elle n'avait même pas réalisé l'existence. Un dernier mur qu'elle avait cru impénétrable gisait maintenant en ruine à ses pieds, la laissant exposée et tremblante. Elle rejoua chaque instant de la soirée avec une clarté douloureuse, la fureur dans ses yeux gris alors qu'il confrontait Marcus, la précision dévastatrice de ses mots alors qu'il cataloguait sa valeur devant toute la société londonienne, la prise féroce de sa main autour de la sienne, comme s'il pouvait la protéger de toutes les cruautés que le monde pourrait offrir, et, plus dévastateur encore, la rudesse de sa voix lorsqu'il la revendiqua comme sienne, une rudesse qui parlait d'une émotion trop puissante pour être entièrement contenue dans les limites de leur prudent arrangement. Elle avait été si certaine, si absolument convaincue, que ce mariage de convenance la protégerait de se sentir à nouveau vulnérable, que la froideur promise par Alexander servirait de forteresse autour de son cœur blessé, lui permettant d'exister dans un engourdissement confortable pour le reste de ses jours, ne voulant rien, ne risquant rien, à l'abri de la douleur dévastatrice d'aimer et de perdre.
Mais son cœur traître l'avait complètement trahi, s'était glissé au-delà de ses défenses alors qu'elle était distraite par des pianofortes, des leçons d'équitation et des dîners qui s'étiraient tard dans des soirées éclairées à la bougie. S'était ouvert à cet homme sévère et surprenant qui se souvenait de ses fleurs préférées et défendait son honneur avec la férocité d'un guerrier, et la regardait parfois avec une expression qu'elle avait eu trop peur de nommer. Elle l'aimait. La prise de conscience déferla sur elle comme une vague se brisant contre des falaises. Inévitable, écrasante et terrifiante au-delà de toute mesure. Elle aimait Alexander Blackwood avec une profondeur et une complétude qui éclipsaient tout ce qu'elle avait jamais ressenti pour Marcus. Cet engouement de jeune fille se révélant maintenant être l'ombre pâle qu'il avait toujours été comparé à ce feu dévorant qui menaçait de consumer tout ce qu'elle avait construit pour se protéger. Des larmes glissèrent sur ses joues, et elle n'aurait pu les expliquer, n'aurait pu articuler l'étrange alchimie de joie et de terreur qui les produisait, car elle s'était juré de ne plus jamais ressentir cela, s'était promis que la sécurité suffirait, que le contentement sans passion était un échange valable pour un cœur qui ne pourrait plus jamais être brisé. Pourtant, la voici, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, car le rejet de Marcus avait blessé sa fierté et brisé sa confiance, mais perdre Alexander, perdre son estime, son respect, sa présence calme et constante qui était devenue aussi nécessaire pour elle que de respirer, cela la détruirait complètement, ne laisserait que des cendres là où Eleanor Blackwood s'était autrefois tenue, et elle pressa ses mains contre ses yeux et pleura pour la femme qui l'avait supplié de ne pas l'épouser, qui s'était crue incapable d'aimer, qui n'avait pas compris que les cœurs gelés pouvaient dégeler lorsqu'ils étaient tenus près d'une chaleur inattendue. Les jours qui suivirent le bal passèrent dans un brouillard de distance prudente, Éléanore se retirant derrière des murs qu'elle avait cru démanteler pour de bon. Incapable de croiser le regard d'Alexander à la table du petit déjeuner, sans sentir la chaleur traîtresse monter à ses joues, sans se souvenir de la possession féroce dans sa voix lorsqu'il l'avait revendiquée comme sienne, et elle savait que son retrait le déconcertait, pouvait voir les questions se former derrière ses yeux gris qui lui étaient devenus si chers. Mais elle ne pouvait se résoudre à combler le gouffre que sa propre peur avait creusé entre eux, ne pouvait risquer d'exposer la profondeur terrifiante du sentiment qui la consumait à chaque instant de veille et hantait ses rêves de vision d'un bonheur trop fragile pour y croire. Alexander, de son côté, devint de plus en plus distant à sa manière, ses manières formelles, là où elles avaient récemment été chaleureuses, sa conversation guindée, là où elle avait coulé si facilement. Et Éléanore observa le changement avec un désespoir logé comme une pierre dans sa poitrine, certaine qu'elle était en train de le perdre, que son incapacité à maîtriser son propre cœur détruisait la délicate entente qu'ils avaient construite, jusqu'à ce qu'un après-midi, il la cherche dans la salle de musique où elle était assise devant le pianoforte sans jouer, ses doigts reposant immobiles sur des touches qui ne pouvaient donner voix au tumulte en elle. « Je vous dois des excuses, » dit-il depuis le seuil, et quelque chose dans son ton, incertain, presque hésitant, fit qu'Éléanore se tourna pour le regarder pleinement pour la première fois depuis des jours, trouvant dans son expression une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez cet homme fier et contrôlé, une crudité qui lui coupa le souffle douloureusement. « Mon comportement au bal était inexcusable. Je vous ai embarrassé devant toute la société. J'ai outrepassé les limites de notre arrangement d'une manière que j'avais explicitement promis d'éviter. Et je ne vous en voudrais pas si vous trouviez ma conduite impardonnable. » Eleanor ouvrit la bouche pour protester, pour expliquer que sa défense avait été le cadeau le plus profond que quiconque lui ait jamais offert, mais il continua avant qu'elle ne puisse former les mots, se dirigeant vers la fenêtre où la lumière de l'après-midi projetait des ombres sur ses traits anguleux. « Je sais ce que je vous ai promis, Éléanore. Respect, protection, liberté des exigences du sentiment.
et je vous ai complètement manqué à cet égard, car je me trouve incapable de maintenir la distance que j'avais juré de garder. » Ses mains se croisèrent derrière son dos, les jointures blanches de tension, et quand il parla à nouveau, sa voix n'était guère plus qu'un murmure, rauque d'une émotion qu'il semblait incapable de contenir. Je ne sais pas précisément quand c'est arrivé. Peut-être était-ce le soir où je vous ai entendu jouer à nouveau pour la première fois, ou le matin où je vous ai trouvé en train de rire avec les filles de cuisine à propos d'une plaisanterie dont je n'étais pas au courant, ou simplement l'accumulation d'un millier de petits moments que je n'ai pas reconnus pour ce qu'ils construisaient. Mais quelque part, au cours de notre arrangement, vous êtes devenu essentiel pour moi, Eleanor, nécessaire d'une manière dont je m'étais convaincu que je n'aurais jamais besoin d'une autre personne. » Il se tourna alors pour lui faire face, et l'expression dans ses yeux gris lui vola ce qui lui restait de souffle, dépouillé de toute défense, de tout mur prudent, révélant un cœur aussi vulnérable et terrifié que le sien. « Je sais que je n'ai aucun droit de vous accabler de sentiments que vous n'avez pas demandés et que vous ne voulez pas, mais je trouve que je ne peux plus continuer à faire semblant. Vous méritez l'honnêteté, au minimum, même si cette honnêteté me coûte tout ce que je suis venu à chérir dans votre compagnie. » Les larmes qui menaçaient depuis des jours coulèrent enfin sur les joues d'Eleanor, aussi irrépressibles qu'une pluie de printemps, et elle se surprit à se lever du banc du pianoforte sur des jambes tremblantes, franchissant la distance qui les séparait avec des pas qui semblaient à la fois interminables et incroyablement rapides, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui, assez près pour voir le pouls rapide à sa gorge, assez près pour observer l'espoir et la terreur se disputer la domination dans ses yeux gris bien-aimés, qui étaient devenus sa boussole, son ancré, son foyer. « Vous parlez de m'accabler de sentiments que je n'ai pas demandés, » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir le courage de prononcer. « Mais vous ne comprenez pas. J'ai passé 3 ans à construire des murs autour de mon cœur, me convainquant que je ne ferai plus jamais confiance, que je n'aimerai plus jamais, que la femme qui croyait aux jolis mensonges de Marcus Whitmore était morte cette nuit-là dans le jardin et n'avait laissé derrière elle qu'une créature vide, capable de rien de plus que de survivre. » Elle leva des doigts tremblants pour toucher son visage, s'émerveillant de sa brusque inspiration, de la façon dont ses yeux se fermèrent, comme si son contact était quelque chose de précieux, au-delà de toute mesure. « Je vous ai supplié de ne pas m'épouser, parce que je croyais avec une certitude absolue que je n'avais plus rien à donner, que mon cœur était gelé au-delà de tout espoir de dégel, que je serais un fardeau et une déception pour tout homme assez fou pour se lier à une créature aussi abîmée. Mais j'avais tort, Alexander, j'avais si terriblement tort surtout. » Les mots vinrent plus vite maintenant, se bousculant dans leur urgence d'être dits. Des années de silence se brisant enfin comme un barrage submergé par les flots. Vous avez démantelé toutes les défenses que j'avais construites avec votre patience et votre gentillesse inattendue, avec des pianofortes placés dans des pièces ensoleillées et des fleurs qui apparaissent sans fanfare, et 1000 petites attentions qui ne demandaient rien en retour. Vous m'avez donné l'honnêteté quand je n'avais connu que de jolies tromperies. Vous m'avez donné le respect quand j'avais appris à m'attendre à la condescendance. Vous m'avez donné l'espace pour guérir quand je ne reconnaissais même pas à quel point j'étais blessé. Elle prit une inspiration tremblante et prononça les mots qui la terrifiaient plus que tous ceux qu'elle avait jamais prononcés. « Je vous aime. Alexander, non pas malgré notre étrange début, mais peut-être à cause de lui, parce que votre froideur m'a donné la permission de dégeler à mon propre rythme, parce que votre honnêteté m'a appris que je pouvais à nouveau faire confiance, parce que chaque jour à vos côtés m'a montré que la sécurité et l'amour ne doivent pas être des opposés, qu'un mariage construit sur le respect peut s'épanouir en quelque chose de bien plus profond que n'importe quel cours passionné ne pourrait le promettre.
Alexander émit un son qui aurait pu être son nom, aurait pu être une prière, puis ses mains encadrèrent son visage avec une tendresse infinie, ses pouces essuyant les larmes qui continuaient de couler, et quand il l'embrassa, ce ne fut en rien comme la courtoisie distante de leur nuit de noces. Ce baiser parlait de désespoir et de dévotion, de murs s'effondrant et de cœurs enfin autorisés à battre à l'unisson, de deux personnes qui s'étaient convaincues qu'elles n'aimeraient jamais découvrant que l'amour les avait trouvées malgré tout, patients, persistants et absolument indéniables. Et Éléanore lui rendit son baiser avec tout le sentiment qu'elle avait enfermé pendant 3 longues années, enfin, heureusement, complètement sienne. Le baiser s'approfondit et se transforma, devenant quelque chose de plus urgent, de plus nécessaire, et quand Alexander se retira enfin, ce ne fut que juste assez pour appuyer son front contre le sien, sa respiration saccadée, ses mains tremblant là où elle berçait son visage, comme si elle était quelque chose d'infiniment précieux qu'il craignait de briser ou de voir disparaître s'il la tenait trop fort. « Eleanor » murmura-t-il. Son nom, une prière et une promesse sur ses lèvres, et elle répondit en se haussant sur la pointe des pieds pour presser à nouveau sa bouche contre la sienne, déversant dans ce baiser tout ce qu'elle s'était refusé pendant 3 longues années. Chaque espoir qu'elle avait enterré, chaque rêve qu'elle avait abandonné, chaque tendre sentiment qu'elle s'était convaincue de ne plus jamais éprouver. Quand ils se séparèrent enfin, il lui prit la main et la conduisit hors de la salle de musique, à travers des couloirs qui lui étaient devenus familiers au fil des mois de mariage, jusqu'en haut du grand escalier qu'elle avait gravi seule tant de nuits, jusqu'à la porte de ses appartements où il s'arrêta, ses yeux gris scrutant son visage, avec une question qu'il semblait presque craindre de formuler. Et Éléanore répondit en tournant elle-même la poignée, l'attirant par-delà le seuil dans une pièce illuminée par la douce lueur des bougies et le reflet argenté du clair de lune à travers les hautes fenêtres. Ce qui suivit ne ressembla en rien à la courtoisie distante de leur nuit de noces, en rien à la séparation prudente de 2 étrangers liés par un contrat plutôt que par un sentiment. C'était une révélation, un retour au foyer, l'éclatement de tous les murs restants entre eux alors qu'Alexander la touchait avec des mains qui adoraient plutôt que d'accomplir simplement un devoir, alors qu'Éléanore découvrait que la confiance pouvait se transformer en quelque chose de flamboyant et de transcendant lorsqu'elle était offerte à celui qui la méritait vraiment. Il fut d'une tendresse infinie, s'arrêtant à chaque instant pour s'assurer de son confort, murmurant des mots doux qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre de ses lèvres sévères, et elle se surprit à pleurer de nouveau, non pas de chagrin, mais d'une joie écrasante qui semblait trop vaste pour que son corps puisse la contenir, se déversant en larmes qu'il essuya avec une patience infinie. Après, enlacés l'un dans l'autre sous des draps de soie qui bruissaient de leurs mouvements, ils parlèrent à voix basse de choses trop précieuses pour la lumière du jour. Il lui raconta le moment où il réalisa pour la première fois qu'il était perdu, en la regardant jouer du pianoforte, avec des larmes coulant sur son visage, se réappropriant quelque chose qui lui avait été volé, et à la voix qu'elle avait commencé à l'aimer le matin où elle l'avait trouvé en train d'apprendre à lire au garçon d'écurie, sa réputation féroce totalement contredite par son instruction patiente. La nuit s'étira, ponctuée de confessions chuchotées, de rires doux et de longs silences qui ne nécessitaient aucun mot, par la découverte l'un de l'autre de manière qui transcendait le physique, alors même qu'ils exploraient chaque nouveau territoire que l'amour ouvrait devant eux, et lorsque l'aube commença enfin à éclaircir le ciel au-delà des fenêtres, Éléanore était allongée, la tête sur la poitrine de son mari, écoutant le rythme régulier de son cœur, et sut avec une certitude absolue qu'elle avait enfin trouvé sa place. « Tu as apporté de la chaleur dans une vie que j'avais accepté de voir froide, » murmura Alexander dans ses cheveux. Sa voix rauque d'émotion, et Éléanore se serra plus près,
répondant qu'il lui avait enseigné la leçon la plus précieuse de toutes, que la sécurité et l'amour ne doivent pas être des opposés, que le bon cœur pouvait offrir les deux, que deux âmes gelées, tenues l'une contre l'autre, pouvaient se dégeler complètement. La transformation du duc et de la duchesse d'Ashworth ne passa pas inaperçue aux yeux des observateurs perspicaces de la société londonienne, qui avaient suivi leur union improbable avec scepticisme et une anticipation à peine dissimulée de l'échec, attendant que le froid duc révèle son indifférence ou que la modeste épouse se montre inégale à sa position élevée. Mais ce dont ils furent témoins devint le sujet de conversations chuchotées dans les salons et de spéculations haletantes autour du thé, car le changement chez Alexander Blackwood n'était rien de moins que remarquable pour ceux qui l'avaient connu comme la figure la plus intimidante du ton. Là où autrefois ses yeux gris parcouraient les salles de bal avec un détachement froid, il cherchait désormais sa femme à travers les espaces bondés, avec une intensité qui faisait retenir leur souffle aux observateurs, suivant ses mouvements, avec une attention qui parlait de dévotion plutôt que de simple possession, et lorsque Éléanore croisait son regard de l'autre côté d'une assemblée scintillante, le sourire qui passait entre eux contenait une intimité qui ne nécessitait aucun mot, un langage privé développé au fil des mois d'une compréhension croissante qui excluait tout le monde dans la pièce. On l'observa s'assurer de son confort avant de s'occuper de toute autre affaire, ajustant son châle lorsque la soirée se rafraîchissait, lui procurant ses rafraîchissements préférés avant qu'elle ne puisse exprimer une préférence, se positionnant toujours à portée de main au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit. Et le ton s'émerveilla que ce fût le même homme qu'ils avaient appelé froid, incapable de tendres sentiments, marié à ses domaines et à son devoir, plutôt qu'à toute connexion humaine. La duchesse elle-même semblait s'épanouir sous de telles attentions, sa beauté tranquille acquérant un éclat qui ne devait rien aux magnifiques bijoux qu'elle portait désormais, et tout au bonheur qui l'illuminait de l'intérieur. Et ceux qui avaient plaint la modeste fille de gentleman élevée si loin au-dessus de ses origines se surprirent à l'envier, reconnaissant dans son mariage quelque chose de bien plus précieux que la simple richesse ou le statut. Lors d'une présentation royale qui marqua le sommet de la saison, la duchesse d'Ashworth fut louée par nul autre que la reine elle-même pour sa grâce, son intelligence et son dévouement évident aux œuvres de charité qu'elle avait entreprises depuis son mariage. Et Alexander se tenait à ses côtés avec une fierté évidente dans chaque ligne de son maintien, sa main trouvant la sienne dans un geste qui aurait été scandaleux de la part du froid duc de quelques mois auparavant, mais qui semblait maintenant entièrement naturel, entièrement juste. Pendant ce temps, des murmures d'une autre nature circulaient concernant Lord Marcus Whitmore, dont le mariage avec sa riche héritière s'était effondré de manière spectaculaire, la fortune de celle-ci étant une compensation insuffisante pour ses dettes de jeu et son œil baladeur. Et Lady Whitmore s'était enfuie chez des parents à la campagne, son malheur un sujet de commérage qui suivait Éléanore dans chaque réception à laquelle elle assistait. Pourtant, Éléanore ne trouva aucune satisfaction dans la chute de son ancien prétendant, aucune justification en étant témoin des conséquences de ses choix superficiels, seulement une gratitude profonde et humble pour le chemin différent que sa propre vie avait pris, pour l'homme qui avait vu sa valeur quand elle ne pouvait la voir elle-même, pour l'amour qui était né des débuts les plus improbables pour devenir quelque chose d'aussi essentiel que la respiration, aussi permanent que les étoiles qui avaient été témoins de leur confession chuchotée, aussi certain que l'aube qui les accueillait chaque matin où ils se réveillaient dans les bras l'un de l'autre. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit où Éléanore était devenue duchesse, 3 années depuis qu'elle s'était tenue tremblante devant l'homme qu'elle croyait incapable d'amour et l'avait supplié de ne pas se lier à son cœur gelé. Et maintenant, Ashworth Manor résonnait de sons qu'elle n'avait jamais osé imaginer pendant ces sombres jours de résignation et de protection prudente. Le rire éclatant d'un enfant,
le bruit de petits pieds sur les sols de marbre, les questions sans fin d'un bambin curieux qui avait hérité des yeux gris de son père et du sourire chaleureux de sa mère. Éléanore se tenait sur la terrasse ensoleillée, surplombant les vastes pelouses, où elle avait autrefois marché en contemplation solitaire, essayant de comprendre l'homme énigmatique qu'elle avait épousé. Mais la vue devant elle ne ressemblait en rien à ces premiers jours incertains, car là, sur l'herbe, se trouvait Alexander, duc d'Ashworth, l'homme que la société avait appelé froid et redoutable, agenouillé sans le moindre souci pour ses vêtements impeccables, pendant que leur fils de 2 ans tentait de lancer une balle en cuir avec plus d'enthousiasme que de précision, et le son qui sortit des lèvres de son mari fut un rire libre, sans retenue, joyeux, qui avait encore le pouvoir de couper le souffle à Éléanore, même après des années de mariage et la naissance de 2 enfants. Le nourrisson dans ses bras s'agita, leur fille d'à peine 3 mois, avec des cheveux sombres et duveteux, et l'expression sérieuse de son père même dans son sommeil. Et Éléanore ajusta sa prise automatiquement, s'émerveillant comme elle le faisait quotidiennement de la plénitude de sa vie, de l'abondance qu'elle ne s'était jamais permis de désirer, de la famille qui était née de ce qui ne devait être rien de plus qu'un arrangement pratique entre 2 personnes trop blessées pour risquer leur cœur. Elle pensa à la femme qu'elle avait été le jour où elle s'était tenue devant Alexander et avait avoué sa fragilité, l'avertissant qu'il regretterait de se lier à quelqu'un d'incapable de chaleur et d'amour. Elle reconnaissait à peine cette créature effrayée maintenant, cette femme qui avait construit des murs si hauts et si épais qu'elle croyait que rien ne pourrait jamais les pénétrer, qui s'était convaincue que la sécurité résidait dans le fait de n'attendre rien et d'espérer encore moins. Alexander la surprit en train de l'observer depuis la terrasse, et son visage se transforma avec ce sourire rare et extraordinaire qui restait sa joie privée la plus précieuse, le sourire qui avait été autrefois si soigneusement caché au monde et qui apparaissait maintenant avec une fréquence croissante, offert librement à sa femme et à ses enfants, même si la société en général voyait encore principalement sa réserve formidable. Il attrapa leur fils, provoquant des cris de joie, et porta le garçon vers la terrasse où Éléanore attendait, gravissant les marches de pierre avec la grâce aisée qui avait toujours caractérisé ses mouvements, et lorsqu'il arriva à ses côtés, il enroula son bras libre autour de sa femme et de sa fille endormie, les attirant dans une étreinte qui parlait de possession, de protection et d'une dévotion profonde et inébranlable. « Tu m'observes encore » murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix contenant la chaleur qui avait autrefois semblé impossible de la part d'un tel homme, et Éléanore se pencha contre sa force, respirant son odeur familière, sentant la petite main de leur fils lui tapoter la joue en guise de salut, tandis que leur fille dormait sans être dérangée. « Je mémorise ce moment, » répondit-elle doucement, l'ajoutant à ma collection de preuves que le bonheur est possible même pour ceux qui avaient abandonné tout espoir de le trouver. Et le bras d'Alexander se resserra autour d'elle, alors qu'il déposait un baiser sur sa tempe et murmurait qu'elle lui avait donné tout ce qu'il n'avait jamais su désirer. Un foyer qui était plus qu'une maison, un héritage qui était plus qu'un titre, un amour qui avait transformé l'architecture froide de son existence prudente en quelque chose de chaud, de lumineux et d'infiniment précieux. Éléanore réfléchissait souvent, dans les moments calmes, entre les exigences de la maternité et les plaisirs du partenariat, au chemin étrange et sinueux qui l'avait mené du désespoir à un contentement si complet. Et elle s'émerveillait de l'alchimie impossible qui avait transformé la pire nuit de sa vie en la fondation de son plus grand bonheur, car sans les mots cruels de Marcus Whitmore, sans le brisement de son cœur innocent dans ce couloir éclairé à la bougie 6 ans auparavant, elle ne serait jamais devenue la femme réservée et pratique qui attira l'attention d'un duc cherchant une partenaire plutôt qu'une conquête romantique, ne se serait jamais tenue devant Alexander Blackwood pour le supplier de ne pas se lier à son cœur gelé,
n'aurait jamais entendu sa confession discrète que peut-être 2 cœurs gelés se comprendraient mieux que la plupart. Elle comprenait maintenant, avec la sagesse qui ne vient que de ceux qui ont traversé l'obscurité pour atteindre la lumière, que l'amour n'était pas toujours le coup de foudre des premières rencontres et des cours passionnés, pas toujours la poésie et la passion dont les jeunes filles rêvent dans leurs fantasmes innocents de romance. Parfois, l'amour était l'aube lente après une nuit longue et amère, le réchauffement progressif de 2 cœurs qui avaient appris à se protéger si complètement qu'ils avaient oublié que la chaleur était possible, l'accumulation patiente de petites gentillesses et de compréhension silencieuse, jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez la personne à vos côtés et réalisiez qu'elle était devenue aussi essentielle que la respiration, aussi nécessaire que le battement de votre propre cœur. Alexander avait eu raison ce jour-là, où elle avait tenté de l'éloigner de sa fragilité. 2 cœurs gelés, tenus l'un contre l'autre avec patience et soin, et le refus obstiné d'abandonner entièrement l'espoir, pouvaient en effet se dégeler l'un l'autre, pouvaient allumer entre eux une chaleur qui brûlait d'autant plus vivement qu'elle était née de débuts si peu prometteurs. Et donc, à vous qui avez été témoins du voyage d'Eleanor et Alexander, d'un arrangement pratique à un amour profond et durable, qui les avait suivis à travers les premiers jours hésitants et la chaleur croissante d'une connexion authentique, à travers la confrontation publique et la confession privée, à travers l'abandon vulnérable de cœurs trop longtemps protégés et la joyeuse découverte que la sécurité et la passion ne doivent pas être des opposés. Merci de partager leur histoire, de croire à leur côté que la guérison était possible même lorsque les blessures semblaient ne jamais se refermer, d'espérer avec Eleanor lorsqu'elle avait oublié comment espérer pour elle-même. Que leurs récits servent de rappel que les secondes chances existent pour ceux qui sont assez courageux pour les saisir, que le bon amour arrive souvent sous les formes les plus inattendues, que la personne qui semble totalement inappropriée pour vous pourrait s'avérer être exactement ce dont votre cœur a besoin. Et puissiez-vous emporter avec vous, en retournant à votre propre vie et à vos propres espoirs, la conviction que quelque part, dans les espaces tranquilles entre le chagrin et la guérison, une véritable connexion attend ceux qui sont assez patients pour la reconnaître. La musique du pianoforte d'Eleanor flottait à travers les fenêtres ouvertes d'Ashworth Manor en cet après-midi doré, une mélodie qu'elle avait autrefois jouée dans le deuil maintenant transformée en une expression de joie, tandis qu'Alexander était assis à côté d'elle, tournant des pages qu'il avait mémorisées depuis longtemps, simplement pour le plaisir de rester près d'elle, et leurs enfants jouaient sur le tapis à leurs pieds, et la lumière du soleil tombait douce et chaude sur une scène d'un bonheur si complet qu'il semblait impossible qu'elle soit née de début si blessée. Pourtant, elle était là, durement gagnée et profondément chérie, une histoire d'amour écrite non pas en grands gestes, mais dans le choix quotidien de rester, de faire confiance, d'espérer, de guérir ensemble.